Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de pignons! Il était une fois le droit de cuissage de Marie-Victoire Louis. Ce sujet ne doit pas nous faire sourire, même nous les hommes. Il s'agit du harcèlement sexuel dont sont plus souvent qu'on ne l'imagine victimes les femmes dans les entreprises, en France encore aujourd'hui. En général, ces victimes ont quelque honte à protester publiquement, mais cette fois-ci, elles ont osé. Elles sont 25 employées de la Chambre des métiers de Saint-Maur. Écoutez tout de suite le témoignage de l'une d'entre elles. Enquête de Valérie Fournier. Est-ce que vous avez subi personnellement des menaces sexuelles? Personnellement, oui. C'est-à-dire que monsieur le secrétaire général nous convoquait dans son bureau, donc il n'y avait jamais de témoin, ou alors une personne qui est de son côté. Et là, il nous faisait des propositions malhonnêtes. Quelles propositions? C'est-à-dire, d'abord il nous proposait une place de responsable, sous certaines conditions. Alors il nous disait qu'il fallait être plus intime avec lui, rester plus tard le soir. Elles sont 25 à subir cet harcèlement sexuel au travail, pour certaines, depuis 10 ans. Unanimes, soudées, elles racontent toutes la même chose. Évidemment, lorsque vous refusez, alors c'est les brimades, on vous change de poste, on vous isole dans des bureaux, on vous bloque le salaire, on vous met en quarantaine, quoi. L'homme en question, le patron, le chef. C'est le dictateur, c'est le régime de la terreur, parce qu'il traumatise les gens, on a du mal à travailler dans de telles conditions. Une révolte, un ras-le-bol général, même chez les collègues masculins. Moi, je trouve inadmissible qu'une personne puisse disposer de la carrière personnelle selon son humeur ou son envie sexuelle. Il y a des hommes qui, profitant de leur pouvoir, sont très souvent dans des logiques un peu de harem, qui est l'expression qui a été employée pour Saint-Maur, ou des logiques d'appropriation qui considèrent que les femmes, d'une certaine manière, leur appartiennent et qui n'arrivent pas à dissocier la vie personnelle des femmes de leur identité professionnelle. Et le harcèlement sexuel, c'est ça. Le cas de Saint-Maur n'est pas unique. Mais 25 femmes solidaires en de telles circonstances, la chose est plus rare. Elles demandent toutes la démission immédiate de leur chef. En 1994, Marie-Victoire Louis, sociologue au CNRS et directrice de la revue Projet Féministe, publie Le droit de cuissage, France, 1860-1930, aux éditions de l'Atelier. L'ouvrage n'est pas tant un essai historique qu'une dénonciation étayée d'une véritable systémie de l'agression sexuelle, de l'oppression sexuelle, pourrait-on dire même, dans le milieu du travail, mais à l'image d'une même atteinte au corps des femmes dans le cercle privé familial ou dans la rue. À travers son enquête sociologique, mais aussi largement judiciaire, la fondatrice de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail posait une réalité juridico-sociologique plus de 20 ans avant le hashtag MeToo et le hashtag Balance ton porc. Et si Alain Bourreau, l'historien médiéviste français, a pu lui reprocher dans l'épilogue de son ouvrage Le droit de cuissage la fabrication d'un mythe XIIIe siècle au XXe siècle, 1995 chez Albin Michel, une légèreté certaine dans la reproduction de ce mythe qui relève historiquement d'abord de la propagande orchestrée par les moines puis les juristes royaux contre le pouvoir des seigneurs laïcs, puis de la propagande anticléricale du XIXe siècle, Marie-Victoire Louis choisit à dessein le terme de droit de cuissage comme pour mieux marquer l'injustice vécue par les femmes qui, victimes d'agressions sexuelles sur leur lieu de travail, pouvaient s'attendre à une incrimination de tels comportements alors que la réalité historique oblige à parler d'une impunité masculine au point de se demander, oui, si ces comportements, ces viols même, ne constituaient tout bonnement pas un droit masculin opposable aux femmes, à leurs collègues, à leurs maris même, à la société civile
tout entière. Le droit de cuissage, c'est quoi exactement ? Alors, le droit de cuissage, en théorie, c'était une règle qui aurait eu lieu dans certains domaines au Moyen-Âge où le seigneur, la veille du mariage, aurait profité pour autoriser le mariage, pour avoir une relation sexuelle avec la jeune mariée. En réalité, c'est une invention d'étudiants en droit du 19e siècle qui ont magouillé un faux arrêt à partir d'arrêt du Parlement de Paris du 14e, 15e siècle. Et ils ont monté cette idée du droit de cuissage qui est devenue ensuite une espèce d'obsession puisque tout le monde en a parlé. Or, il n'est pas du tout avéré aujourd'hui qu'il y ait eu un véritable droit de cuissage, surtout en France. En tout cas, pour ce que je sais. Alors oui, Alain Bourreau remet bien en question l'existence de ce droit, en soulignant qu'il n'est pas étayé par des preuves historiques solides. Malgré cela, il est utilisé comme un objet historique et politique dans la lutte pour le pouvoir et la légitimité. Le débat sur le droit de cuissage reflète les tensions entre différents groupes sociaux et leur représentation du pouvoir, de la sexualité et de l'histoire. Et même Alain Bourreau examine comment ce mythe est utilisé à des fins politiques et comment il est lié à la question du harcèlement sexuel dans la société contemporaine. Et il explore les implications psychologiques et sociales de ce mythe en le situant dans le contexte plus large, lui, de la construction de la famille monogamique et des structures sociales imaginaires. Le tour de force de Marie-Victoire Louis est de ne pas s'attacher à la litanie des agressions recensées à travers les époques et les régions françaises dans la Gazette des tribunaux, mais d'insister sur le manque d'attention porté à la violence contre les femmes dans les études historiques récentes, malgré son omniprésence en tant que conséquence directe du pouvoir masculin. C'est une démonstration magistrale de la possibilité de documenter et de révéler cette violence, malgré le silence des archives et des témoins. Sociologue s'appuyant sur l'histoire, elle examine la violence à travers ses dimensions juridiques, économiques et sociales. Elle met en lumière l'exploitation des femmes dans différents milieux professionnels, notamment domestiques et ouvriers. L'auteur explore également les tensions et les ambivalences des rapports entre les hommes et les femmes au travail, en mettant en évidence la difficulté de dénoncer les abus et la résistance progressive des travailleurs face à ces injustices. Elle examine des événements historiques comme la grève des porcelainiers de Limoges en 1905, pour illustrer la lutte contre le droit de cuissage. Enfin, le texte conclut sur une note optimiste, soulignant l'importance de reconnaître et de comprendre ces histoires de violence pour remettre en question les structures patriarcales persistantes. Son livre explore donc l'histoire du droit de cuissage, défini comme toutes les formes d'agressions sexuelles et verbales portant atteinte à la dignité des femmes, exercée par les hommes sur les femmes sur leur lieu de travail, surtout à partir de la généralisation du travail salarié féminin à partir de 1860. Marie-Victoire Louis utilise une variété de sources, y compris des archives légales, des récits personnels, des témoignages de presse et des textes littéraires pour documenter ces pratiques. L'hypothèse de départ est que le droit de cuissage, au XIXe siècle, s'explique par la persistance de comportements masculins hérités du féodalisme et le transfert de ce droit, auparavant détenu par quelques-uns, vers une société plus démocratique. Et voici le menu. Dans cette France du XIXe siècle, l'environnement politique, juridique et économique était étroitement tissé, formant un réseau complexe de contraintes pour les femmes. Et dans ce paysage législatif et politique, les femmes étaient largement privées de droits. Soumises à une double tutelle, à la fois masculine et étatique, elles se trouvaient dans une position de dépendance totale. Privées de droits politiques, elles étaient soumises à l'autorité de leur mari, dont l'obéissance était requise en toutes circonstances. Ce devoir conjugal s'étendait également à la sphère sexuelle, où la femme était tenue de répondre aux désirs de son époux sous peine de répercussions légales. La législation discriminatoire en matière d'adultère renforçait cette contrainte, accordant aux hommes le droit de vie et de mort sur leurs femmes infidèles, justifiant ainsi des violences masculines contre les femmes. Dépossédées de leurs droits et de leur autonomie, les femmes se retrouvaient également sans défense face à l'injustice. Privées d'accès à la justice, elles étaient condamnées à subir en silence les abus et les violences infligées par les hommes.
C'est dans ce contexte économique où les salaires féminins étaient notoirement bas que de nombreuses femmes étaient contraintes de recourir à la prostitution comme moyen de subsistance. Ce salaire d'appoint, souvent insuffisant pour subvenir à leurs besoins, les plongeait dans un cycle de misère et de dépendance. Le droit de cuissage, cette pratique où les hommes exerçaient leur pouvoir sur les femmes, sur leur lieu de travail, était ainsi une manifestation brutale de cette domination économique et sexuelle. Les femmes étaient contraintes d'accepter ces avances pour conserver leur emploi, alimentant ainsi le cycle de la misère et de la prostitution. L'auteur examine alors la manière dont les femmes étaient dépossédées de leur individualité et de leur dignité physique sur leur lieu du travail. Comment la dépersonnalisation était courante, les femmes étant réduites à de simples instruments de production. Leur mise à nu était une pratique humiliante, exposant leur vulnérabilité et leur soumission. Les conditions de travail étaient souvent insalubres et dangereuses, contribuant à la dégradation physique des femmes. Les vêtements de travail étaient souvent inconfortables et sales, tandis que les travaux de force exigeaient un effort physique considérable, épuisant les corps des travailleuses. Les femmes étaient soumises à un contrôle strict de leur apparence et de leur comportement. Leur coiffure, leurs besoins naturels, leur habillement étaient tous réglementés, renforçant ainsi leur soumission et leur dépendance. Le logement, sur place, était souvent imposé aux travailleuses, surtout les domestiques, les mettant dans une situation de dépendance constante à l'égard de leurs employeurs. De plus, les femmes étaient souvent chargées de tâches domestiques supplémentaires, perpétuant ainsi leur subordination dans tous les aspects de leur vie. Les femmes étaient souvent victimes de violences physiques et verbales sur leur lieu de travail. Les punitions et les humiliations étaient monnaie courante, utilisées pour maintenir les travailleuses dans un état de peur et de soumission. Et Marie-Victoire Louis d'examiner comment, ensuite, la division sexuelle du travail qui contribuait à la subordination des femmes, l'absence de reconnaissance de leurs qualifications, de promotion et le niveau inférieur de salaire par rapport aux hommes reflétaient cette inégalité structurelle. Les rapports hommes-femmes étaient souvent marqués par des dynamiques de pouvoir déséquilibrées, renforçant ainsi la subordination des femmes sur leur lieu de travail. Et l'auteur plonge dans les profondeurs sombres de la condition féminine au XIXe siècle, révélant les multiples façons dont les femmes étaient dépossédées de leur corps et de leur humanité et soumises à une subordination systématique et oppressive. Elle analyse ensuite comment les femmes étaient soumises à des conditions d'embauche, de licenciement et d'affectation qui exploitaient leur vulnérabilité et leur dépendance économique. L'embauche des femmes était souvent conditionnée par des critères sexistes et discriminatoires, tandis que les licenciements étaient fréquents et arbitraires, renforçant ainsi leur précarité économique. Les femmes étaient souvent cantonnées dans des emplois peu qualifiés et peu rémunérés, privées de l'accès aux postes les mieux rémunérés et les plus prestigieux. Marie-Victoire Louis explore alors comment le corps des femmes était utilisé comme un outil de promotion sur leur lieu de travail. Les femmes promues étaient souvent confrontées à la suspicion et à la jalousie de leurs collègues masculins, exacerbant ainsi les tensions entre les sexes. La séduction était parfois utilisée comme une stratégie pour progresser dans sa carrière, mais elle était également source de stigmatisation et de discrimination. Les hommes, en revanche, bénéficiaient souvent de promotions basées sur leurs compétences et leur expérience professionnelle, renforçant ainsi les inégalités de genre au sein de l'entreprise. Et elle analyse les stratégies de promotion des femmes, mettant en lumière les défis auxquels elles étaient confrontées dans un environnement de travail dominé par les hommes. Malgré les obstacles et les préjugés, de nombreuses femmes ont réussi à surmonter ces barrières et à progresser dans leur carrière, laissant ainsi une marque indélébile sur l'histoire de la lutte pour l'égalité des sexes. Et notre auteur examine ensuite l'ambiguïté du statut des femmes au XIXe siècle, partagée entre le salariat et la prostitution. Les femmes étaient souvent confrontées à un choix difficile entre ces deux voies, leur dignité et leur indépendance étant constamment remises en question par les normes sociales et les pressions économiques. Elle explore les liens entre le mouvement ouvrier et la prostitution, mettant en lumière les difficultés auxquelles étaient confrontées ces femmes en lutte pour leurs droits.
La visite sanitaire imposée aux ouvrières grévistes de Rennes en 1903 illustre la stigmatisation des femmes engagées dans des actions collectives, tandis que la grève des postes en 1909 souligne les défis auxquels elles étaient confrontées, ces femmes travailleuses dans leur quête de justice et d'égalité. Enfin, l'auteur examine les métiers où les frontières entre le salariat et la prostitution étaient particulièrement floues. On pense aux danseuses, aux mannequins, aux vendeuses à l'étalage, aux serveuses, aux chanteuses de café-concert, qui étaient souvent confrontées à des attentes et à des pressions similaires à celles des travailleuses du sexe, malgré leur statut officiel de travailleuses salariées. Elle nous plonge dans les nuances complexes de la condition féminine du XIXe siècle, révélant les défis uniques auxquels étaient confrontées les femmes dans leur quête d'autonomie et de dignité sur leur lieu du travail. Marie-Victoire Louis examine alors l'autorité incontestée du chef d'entreprise et l'impunité dont il jouissait, souvent face aux abus sexuels commis par ses employés. Les contremaîtres étaient souvent les auteurs des actes les plus répréhensibles, mais la responsabilité ultime incombait au patron lui-même. Les débats juridiques autour de la responsabilité patronale reflétaient les tensions entre les discours bourgeois et les réalités du pouvoir économique. L'auteur explore ensuite les défis auxquels étaient confrontées les ouvrières dans leur quête de solidarité et de soutien de la part de leurs collègues masculins, malgré les tentatives de dénonciation des abus et les angoisses masculines quant à l'honneur familial. La solidarité ouvrière masculine était souvent entravée par la double morale et les pressions sociales. Cependant, au fil du temps, une certaine émergence d'une solidarité masculine commença à se dessiner, bien que cela restât souvent limité par les contraintes du réel. Enfin, l'auteur analyse les obstacles auxquels étaient confrontées les femmes dans leur quête de solidarité entre elles. La protection des ateliers féminins était essentielle pour assurer la sécurité des travailleuses, mais la solidarité féminine était souvent entravée par les pressions sociales et économiques. Malgré ces difficultés, des avancées furent réalisées, témoignant de la résilience et de la détermination des femmes dans leur lutte pour la justice et l'égalité sur leur lieu de travail. L'auteur plonge dans des dynamiques de pouvoir, de solidarité au sein de l'entreprise, révélant des défis auxquels étaient confrontés ces femmes, ces hommes dans leur quête de justice et de dignité, et malgré les obstacles, des progrès ont été réalisés, laissant entrevoir un avenir où le respect et l'égalité seraient la norme, sur tous les lieux de travail. Le livre étudie dès lors les menaces pesant sur l'ordre juridique et social en raison de l'impunité des auteurs d'abus sexuels et de séduction dolosive. Les intérêts dévoilés et les arguments détournés révèlent les failles du système judiciaire et la nécessité de réformes pour protéger les victimes et rétablir l'équité dans les poursuites judiciaires. Il examine les intérêts en jeu et les arguments détournés dans les débats juridiques sur la séduction dolosive. Les enjeux de pouvoir et de manipulation de la loi sont mis en lumière, soulignant la nécessité d'une révision de la loi pour refléter les normes éthiques et morales de la société moderne. Il analyse l'évolution du concept de séduction et l'émergence de la notion de séduction dolosive, l'inversion des responsabilités où l'homme est déresponsabilisé et la femme est souvent rendue coupable et examinée en détail. Le livre explore également les changements dans la jurisprudence et l'introduction de l'abus de situation sociale et d'autorité comme critère de culpabilité. Enfin, il examine une proposition législative visant à pénaliser cette séduction dolosive, cette mesure qui vise à renforcer la protection des individus vulnérables et à promouvoir la responsabilité individuelle dans les relations interpersonnelles. Marie-Victoire Louis se propose d'évaluer les implications potentielles d'une telle loi et son impact sur la société et le système juridique dans son ensemble. Elle nous plonge dans des débats complexes entourant la séduction dolosive par abus d'autorité, mettant en lumière des lacunes du système juridique actuel et les défis rencontrés par la protection des individus contre les abus sexuels et les manipulations coercitives. Puis, elle explore la contrainte au silence imposé aux femmes dans différents contextes de leur vie. Elle examine le pouvoir du chef de famille et l'enfermement familial qui limite la liberté d'expression des femmes. La soumission maritale et l'imposition du silence au travail sont également des réalités abordées, ainsi que les jugements sociaux qui découragent les femmes de faire entendre leur voix. L'auteur analyse ensuite les mécanismes qui contraignent les femmes à la soumission,
L'éducation traditionnelle promeut la soumission féminine tandis que l'absence d'éducation sexuelle renforce cette dynamique. Les différences de classe exacerbent également cette contrainte, avec des femmes issues de milieux défavorisés étant souvent le plus vulnérables. Puis elle explore la résignation des femmes face à la contrainte sexuelle masculine, en particulier en ce qui se concerne le droit de cuissage. Les pressions sociales et économiques les poussent à céder aux désirs des hommes, compromettant leur dignité et leur autonomie. Enfin, elle examine les différentes sphères où les femmes sont contraintes au silence, que ce soit sur les lieux de travail, dans le système judiciaire ou face à l'opinion publique. Leur incapacité à se faire entendre contribue à leur marginalisation et à la perpétuation des injustices. Mais Marie-Victoire Louis étudie aussi la rupture du silence des femmes et leur lutte pour la dignité. Elle examine les différentes stratégies qu'elles emploient pour faire entendre leur voix, de la dénonciation à l'appel à la hiérarchie en passant par le recours à la justice et même la vengeance. Elle met en lumière la combativité des femmes et la spécificité de leur lutte, en particulier à travers les grèves. Le thème de la dignité des femmes émerge comme une revendication centrale, reflétant leur désir de briser les chaînes de l'oppression. Elle examine comment les luttes pour la dignité des femmes sont parfois détournées, mais aussi comment les femmes syndicalistes réagissent à ces tentatives de manipulation. Des grèves exemplaires telles que celles des fromagères de Roquefort et des sucrières de la raffinerie Le Baudy illustrent la résilience et la détermination de ces femmes ouvrières. Elle étudie enfin en détail des grèves emblématiques où la dignité des femmes est au cœur des revendications. C'est la grève Bosno à Angers, marquée par un échec ouvrier, au succès des ouvrières dans les factures des tabacs et allumettes. Ces exemples illustrent l'importance de la lutte pour la dignité dans la mobilisation ouvrière. J'ai commencé dans le service il y a un peu plus d'1 an. Au début, tout se passait bien. J'ai eu un très bon accueil de la part de mes collègues. Toute l'équipe s'entendait bien. J'étais contente, j'avais de nouvelles responsabilités, j'avais un travail enrichissant, c'était stimulant. Avec mon responsable, ça se passait bien aussi. On avait des rapports professionnels classiques, mais c'était un homme intelligent avec qui j'aimais beaucoup parler. Il était très sympa, il me faisait des compliments. À chaque fois que j'arrivais, il remarquait une nouvelle tenue, une coupe de cheveux. C'était un peu trop, mais c'était des compliments, donc on les prend. Je me disais que parfois c'était maladroit. Puis peu à peu, ces compliments sont devenus réguliers, insistants. Il a commencé à me frôler par accident, de plus en plus souvent, à me remettre une mèche de cheveux. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Puis il a commencé à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur mon intimité. C'était toujours sur le ton de l'humour, mais moi ça me faisait pas rire. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de porter des jupes, des talons. Ça n'a rien changé. Je savais pas comment réagir et j'ai un peu tout essayé. Jusqu'au jour où... Faisons un bond dans le temps de 100 ans en avant. Le mouvement #MeToo, né aux États-Unis en octobre 2017 en réaction aux accusations d'agression sexuelle contre le producteur Harvey Weinstein, a rapidement pris de l'ampleur à l'échelle mondiale, y compris en France. En France, le hashtag Balance ton porc, lancé par la journaliste Sandra Muller en octobre 2017, joue un rôle central dans l'amplification du mouvement, encourageant les femmes à dénoncer publiquement les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies. Le mouvement #MeToo en France a mis en lumière les nombreuses formes de harcèlement, de discrimination et d'agression sexuelle présentes dans la société française, notamment dans les milieux professionnels, politiques, médiatiques et culturels. De nombreuses personnalités publiques ont été accusées
parfois de manière anonyme sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité un débat sur la justice, la présomption d'innocence et les limites de la dénonciation publique. Mais il est indéniable que le mouvement a également encouragé les victimes à briser le silence et à chercher du soutien, tout en mettant en évidence les difficultés rencontrées par celles-ci pour obtenir justice et être entendues dans un système souvent hostile aux femmes. Des campagnes de sensibilisation et des actions de solidarité ont enfin été organisées pour soutenir les victimes et promouvoir le respect et l'égalité des sexes. Encore un petit bond de 8 ans. Nous sommes en 2024. Les journaux rapportent les accusations de violences sexuelles et d'abus de pouvoir formulées par l'actrice Judith Godrèche à l'encontre du réalisateur Benoît Jacot, ainsi que ses dénonciations ultérieures visant également Jacques Doyon. Judith Godrèche a brisé le silence en dénonçant sa relation avec Benoît Jacot qui aurait commencé alors qu'elle avait seulement 14 ans. Cette prise de parole a été motivée par la lecture du livre Le consentement de Vanessa Springora, mettant en lumière les abus subis par cette dernière de la part de l'écrivain Gabriel Matzef. Le témoignage de Judith Godrèche a été renforcé par la diffusion d'une série dans laquelle elle met en scène un personnage inspiré de son propre vécu, dénonçant les prédateurs potentiels dans l'industrie du cinéma. Le dépôt de plainte de Judith Godrèche contre Benoît Jacot et Jacques Doyon a marqué une étape décisive dans sa quête de justice. Malgré les dénégations des accusés et les réactions mitigées de certains, Judith Godrèche a persisté dans son combat, incitant d'autres femmes à témoigner. Sa prise de parole a ouvert la voie à un dialogue plus ouvert sur les violences sexuelles dans le cinéma français. Cette affaire a également soulevé des questions politiques sur la responsabilité des autorités à protéger les victimes et à garantir la sécurité des mineurs dans l'industrie cinématographique. L'intervention de Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césars et devant le Sénat illustre l'ampleur de l'impact de cette affaire sur la scène politique nationale. Cette affaire relève, s'il le faut, les tensions et les débats qui divisent la société sur la question des violences sexuelles, tout en soulignant l'importance d'une prise de conscience collective et d'une action continue pour lutter contre les abus et protéger les victimes. Le 31 mars dernier, c'est Manon Dubois, une ancienne militaire de la marine française, qui a décidé de briser le silence, elle aussi, autour des agressions sexuelles qu'elle a subies pendant son service. Affectée à bord du navire Telenmore à Brest, elle était la seule femme à bord et a été agressée sexuellement par un autre militaire, un électricien, à de multiples reprises. Et malgré ses protestations, les agressions se sont poursuivies pendant plus d'1 an. Au départ, Manon a choisi de se taire, mais encouragée par un collègue, elle a finalement décidé de signaler les faits à sa hiérarchie. Son agresseur a été réprimandé, mais 2 ans plus tard, ils se sont retrouvés tous les deux sur la même frégate, où les agressions ont repris. Suite à cet incident, une enquête a été ouverte et en octobre 2021, Manon Dubois a déposé plainte contre son agresseur. Celui-ci a été condamné à 10 jours d'arrêt et à un stage de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes, ainsi qu'à une amende de 600 €. Reconnaissant les faits, il a admis que la victime n'était probablement pas consentante. On a vu qu'avant l'émergence du mouvement #MeToo, le silence des femmes face aux violences sexistes et sexuelles était souvent imposé par diverses pressions sociales, culturelles et institutionnelles. Les femmes victimes de violences sexuelles étaient souvent stigmatisées et blâmées pour ce qu'elles avaient subi. La société avait tendance à remettre en question leur crédibilité et à les traiter avec mépris, ce qui poussait de nombreuses victimes à garder le silence par peur d'être jugées, ridiculisées ou marginalisées. Les agresseurs, souvent en position de pouvoir ou proches de la victime, utilisaient fréquemment des menaces et de l'intimidation pour dissuader les femmes à parler. Cela pouvait inclure des menaces de représailles, de diffamation et même des violences physiques, ce qui rendait le fait de dénoncer les agressions encore plus difficile. Et les institutions telles que la police, le système judiciaire et les lieux de travail ne fournissaient toujours pas un soutien adéquat aux victimes de violences sexuelles. Les femmes pouvaient craindre de ne pas être prises au sérieux, de subir des représailles professionnelles ou de ne pas obtenir justice, ce qui les dissuadait de signaler les agressions. Dans de nombreux milieux sociaux et professionnels, il existe une culture du silence autour des violences sexuelles où les comportements abusifs sont minimisés ou ignorés. Ce silence est souvent perpétué par des normes sociales qui valorisent la protection des agresseurs au détriment des victimes. Avant le mouvement MeToo, il faut avouer que malgré les dérives d'une dénonciation tout azimut et d'une présomption d'innocence réduite au silence, il y avait souvent un manque de sensibilisation
et d'éducation sur les questions du consentement, du respect des limites personnelles et de l'importance de dénoncer les agressions sexuelles. Cela contribue à maintenir le silence des femmes et à perpétuer les comportements abusifs. Le silence désormais brisé et la systémie du droit de cuissage au travail ainsi dénoncée, l'heure est à la régulation de la dénonciation pendant équilibrée d'une justice certaine, efficace et dissuasive. Et pour finir, je vous livre un poème réaliste d'Eugène Pottier, daté de 1884, qui évoque les conditions régnant dans ce que l'on a appelé les sérails en haillons. Il décrit les contraintes imposées aux ouvrières et aux membres de leur famille, pression des contremaîtres, silence des patrons qui, du côté des mœurs, se ferment l'œil. Tout se conjugue, y compris le silence du mari, pour qu'elle entre dans le sérail, pour le bien de sa famille, avec pour seul projet d'accéder au statut de protégé. Le poème s'intitule « Contremaître de fabrique ». Comme un pacha, j'ai mon sérail. Ma belle enfant, je veux t'y mettre. Contremaître est pire que maître. Si tu dis non, pas de travail. Les blondes, les rousses, les brunes, tout y passe. On n'est pas mon cœur. Le contremaître pour des prunes. J'exerce le droit du Seigneur, que ce soit chose convenue. Nous ne serons aux bons endroits. Il faut payer ta bienvenue. Je ne fais plus de passe-droit. Tes lèvres sont comme de fraises, mais tu boudes, je le vois bien. Mes pièces, dit-on, sont mauvaises, l'ouvrière n'y gagne rien. Si c'est pour cela que tu pleures, j'en ai d'un autre numéro. Viens me trouver dans mon bureau. Mon nez bourgeonne et se culotte. Que veux-tu? C'est le vin du cru. Les plus sages me font des mines, pour moi se prennent les cheveux. Vois déjà ce tas de gamines, j'en fais déjà ce que je veux. Mais je suis bon diable, ma biche, si j'enfile mon chapelet, marié ou non, je m'en fiche. Un mari jeun, puis se résigne. D'ailleurs, s'il vient à broncher, sur son livret, je fais un signe. Malin s'il vient à s'embaucher. Quand tu passeras ma protégée, tu la couleras douce ici. Au travail, la mieux partagée, d'honneur tu me diras merci. Pour la prime, je suis sévère. Faire produire est mon orgueil. Les patrons ne s'en privent pas, du côté des mœurs ferme l'œil. Vous vivez tous à la fabrique, le père et la mère sont vieux, tes frères parlent politique, tous à saquer dans tes beaux yeux, à leur profit sois bonne fille, le ménage n'est pas rupin, fais au moins ça pour ta famille, tu leur feras perdre le pain. Comme un pacha, j'ai mon sérail, ma belle enfant, je veux t'y mettre, contremaître est pire que maître. Si tu dis non, pas de travail. Donc voilà, on a finalisé le dossier et on n'a plus qu'à savoir ce que vous en pensez. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. À chaque fois, elle rougit, j'adore. Décolleté, je note. C'est pour le compte-rendu de réunion. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre.